Les risques semblent omniprésents dans nos institutions et la concrétisation de ceux-ci sous la forme connue de la catastrophe, sinon omniprésente, du moins fréquente, qu'il s'agisse de catastrophes spectaculaires comme celle de Rio, survenue il y a peu, ou comme celle de l'effondrement des archives de Cologne, qui a été rappelée par Étienne Féot, ou qu'elles soient plus anodines, moins médiatisées, parce que s'adressant à des institutions qui accueillent moins de public ou qui n'en accueillent pas, mais dans un périmètre de quelques dizaines de mètres autour de cette salle. Encore dans les 2 dernières années, on pourrait signaler le dégât des eaux important survenu à la bibliothèque, pourtant tout récemment installée de l'école des Chartes, et qui a vu des dégâts importants causés sur un certain nombre d'ouvrages, entraînant la fermeture partielle de celle-ci, ou à l'été de l'année passée, l'inondation qui a frappé les archives du ministère de la Culture, les archives de la mission des archives de France au ministère de la Culture, et également quelques archives de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, les unes comme les autres, conservées dans les sous-sols du bâtiment des Bons Enfants qui accueille l'administration centrale du ministère de la Culture. Fréquence donc des catastrophes et omniprésence des risques, et cependant, cela Stéphane Secaldi aussi bien que Céline Alain l'ont souligné, il y a difficulté à parler du risque, à nommer le risque et à le prévenir, comme si finalement, c'est vous madame qui l'avez dit je crois, le premier risque serait en quelque sorte de refuser de prendre celui-ci en compte, de refuser de le nommer et de refuser de le désigner. Au-delà du risque, lorsque la catastrophe advient, le dilemme devant lequel se trouve confronté le conservateur est celui d'établir des priorités, et cela c'est Stéphane Secaldi qui l'a dit, pour lui prioriser relève du viol intellectuel, puisque finalement l'objet patrimonial relevant déjà d'une sélection, il faudrait alors opérer une deuxième sélection entre ceux qui pourraient être gardés et non plus ceux qui devraient être gardés, ceux qui pourraient être sauvés au moment où tout risque d'être perdu. Et de fait, nos institutions fonctionnent comme des arches de Noé, mais comment admettre que l'arche de Noé puisse avoir une fuite ? Il y a là un impensé devant lequel nous reculons souvent. Tant il est vrai, et je reprends là les réflexions d'une ethnologue, Anne Bott, qui a travaillé sur le quotidien des services d'archives et qui a livré ses réflexions dans Le Sens du temps, un ouvrage publié aux éditions Anacarsis. Tant il est vrai, disais-je, que le projet archivistique, mais cela vaut pour tout projet patrimonial, est un projet qui a cette particularité, qui est un impensé pour nous, devant lequel nous reculons aussi, d'être un infini. Il est sans limite de temps. Et une part très importante de notre travail de conservateur de tous ordres vise à anticiper cette destruction et l'œuvre du temps dans la mesure où ce processus de destruction est connu par nous et anticipé, dans la mesure où il est prévisible, où il relève de l'usure normale des matériaux liés à leur constitution ou liés à leur fréquentation et à leur usage, mais il a le plus grand mal à intégrer ce qui pourrait être la remise en cause radicale de ce projet à travers la destruction pure et simple de ce qui est notre raison d'être professionnelle, si ce n'est existentielle. Alors néanmoins, puisque tel était le thème de cette soirée, on s'est intéressé ici aux questions d'organisation permettant de réduire ou de prévenir les risques. Je proposerai 3 temps de restitution, en commençant par l'établissement d'une grille de lecture qui n'a rien de systématique et qui ne vaut en quelque sorte que par rapport à ce qui a pu être dit ici. Avec une distinction tout d'abord fondamentale entre les risques qui sont les risques aux personnes, qui je dirais dans la société et dans l'organisation des pouvoirs publics sont ceux qui intéressent en premier lieu la sauvegarde des êtres humains, notamment dans le cas des établissements recevant du public, et d'autre part ces risques qui nous sont particuliers et dont nous avons la charge, car nous avons la charge des fonds et des collections, qui sont les risques touchant aux œuvres, aux objets, aux collections de livres ou aux fonds d'archives. Ces types de risques, atteignant les fonds ou les collections, peuvent ensuite se décliner en types de menaces différentes. Les plus importantes
en termes de risque et d'échelle de risque ayant été définie dans le premier temps de la discussion. D'une part, le feu, d'autre part, l'eau. L'eau ayant cette particularité de jouer un rôle ambivalent, puisqu'elle est à la fois le remède au feu, mais aussi potentiellement en elle-même un risque pour les œuvres. Et enfin, la stabilité ou l'effondrement. Étienne Féot, de son côté, est venu enrichir cette typologie en rajoutant les risques industriels, mais on pourrait objecter que dans une certaine mesure, les risques industriels sont porteurs de risques de feu ou sont porteurs de risques pour la stabilité et donc d'effondrement. Et Stéphane Théfaut, de son côté, a ajouté à cette typologie, évidemment, les risques liés à la malveillance, les risques liés au vol principalement, qui, s'ils sont spectaculaires, ont pour particularité d'atteindre néanmoins quantitativement, généralement, un moins grand nombre d'items que ne le font l'eau et le feu, et d'être donc plus visibles, parfois, mais moins destructeurs quantitativement. Il découle aussi de cette typologie des menaces que la réactivité et la réaction face à la catastrophe induit des formes de participation diversifiées et des acteurs différents. Ainsi, comme on l'a vu pour l'eau, le risque est important pour les collections ou les fonds, il reste en revanche relativement limité pour la personne, ou alors il faut vraiment que le niveau d'eau soit très élevé. Et du coup, l'intervention de professionnels du patrimoine peut plus aisément se substituer à l'intervention de professionnels de la sécurité. À l'inverse, dans le cas du feu ou de l'effondrement, les risques pour les collections se doublent ici de risques très importants pour les personnes, et dans ce cas-là, il est important que des professionnels de la sécurité dûment formés interviennent, les professionnels de la conservation risquant de mettre en péril leur vie propre ou celle de leurs équipes s'ils intervenaient de manière intempestive. On l'a vu encore une fois avec ce qu'a dit M. Secaldi, ce qui tue dans le feu, c'est moins le feu souvent que la fumée, et généralement, on n'en est pas conscient. À partir de cette typologie des risques, il est intéressant de croiser un autre paramètre qui est celui finalement de l'échelle des institutions considérées. Ce qui a été rappelé par plusieurs personnes et par vous, monsieur, lorsque vous rejetiez en quelque sorte la possibilité d'un système d'analyse global qui prendrait tout en compte. Toute grille de lecture, toute grille d'analyse doit être sérieusement modulée ou tempérée par les caractéristiques propres de l'institution qui est considérée. On pourrait ainsi, d'une certaine manière, opposer les grosses usines, les gros établissements publics, les gros services à compétence nationale, pour reprendre les termes administratifs, disposant d'équipes dédiées, parfois, de personnel formé souvent et en tout cas de nombreux bras, dans lesquels il y a une capacité de traitement en interne qui est importante, notamment lorsqu'il s'agit de risques tels que l'eau. On l'a assez bien vu, notamment lors des inondations au ministère de la Culture en 2017. Les personnels des archives de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine ou des archives de France, avec ceux de la mission, ont pu intervenir directement avec le renfort de beaucoup d'agents non scientifiques extérieurs à la conservation du ministère de la Culture qui sont venus apporter leur concours, jusque et y compris le secrétaire général Hervé Barbaret, dont une photo a été prise en tenue de sécurité pour vider en quelque sorte ces caves qui étaient très boueuses. Mais à l'inverse, dans les institutions de taille beaucoup plus modeste, on manque ici de bras, on manque souvent de personnel formé, et en ce cas, le recours aux professionnels de la sécurité devient beaucoup plus systématique, avec cette injonction sur laquelle je vais revenir dans un deuxième temps, qui est d'une bonne anticipation du risque et de la catastrophe par un dialogue, puisqu'ici on est en présence de deux catégories de professionnels également compétents, mais qui ne parlent pas la même langue, et il est évident que la traduction en des termes purement scientifiques d'un programme de sécurité risquerait d'être mal compris ou peu compris par le professionnel de la sécurité qui aurait à l'interpréter. J'en viens donc au deuxième temps de cette restitution, après la grille de lecture, c'est l'établissement d'une feuille de route, alors qui, on l'a vu, existe déjà d'une certaine manière. La documentation, vous l'avez dit, est abondante, elle est presque trop abondante, des normes existent, d'autres pourraient advenir.
Elle existe, cette documentation, et elles existent, ces normalisations ou ces feuilles de route, de manière différente, mais souvent de manière proche, selon les différentes organisations qui les mettent en œuvre et qui les pensent. Il a été souligné ici combien l'ICMS que vous représentiez est proche historiquement du monde des musées, alors que le Bouclier Bleu et son comité français, le CFBB, est historiquement plutôt proche du monde des bibliothèques ou des archives, et que néanmoins les process à mettre en œuvre tendent à converger vers toujours plus de dialogue, car encore une fois, y compris à l'intérieur du monde de la conservation, on ne parle pas toujours la même langue, même si souvent on recherche les mêmes choses. Alors quel serait ce process, quelle serait cette feuille de lecture? Il s'agirait tout d'abord d'anticiper, et d'anticiper principalement par le dialogue. Cela, M. Chevalier, vous l'avez rappelé, la nécessité de réunions importantes en amont, avec les difficultés qui peuvent survenir au plan politique. Vous l'avez souligné à propos de votre pays, la dichotomie qui existe entre la Flandre et la Wallonie sur l'existence ou la non-existence de plans de sauvegarde, mais inversement aussi le dialogue transnational qui peut permettre par porosité l'inspiration d'un pays par un autre, et vous avez évoqué à ce propos l'inspiration hollandaise qui joue un rôle dans le développement des plans de sauvegarde dans la partie flamande de la Belgique. Le rôle également de la formalisation, ensuite, sur un plan de sauvegarde. Un plan de sauvegarde qui, cela a été souligné par plusieurs intervenants, n'a de véritable signification que si elle s'intègre plus généralement dans un plan de gestion de crise qui prend en compte tous les types de catastrophes, et qui n'a de valeur que s'il tient d'une part compte de l'implication des politiques, puisqu'il faut que les bons leviers, et notamment les bons partenariats extérieurs avec les forces de sécurité, puissent être actionnés au bon moment, mais qui ne sera véritablement efficace que s'il repose sur l'implication de tous les personnels de l'établissement, et non seulement des cadres dirigeants ou des équipes dédiées, comme cela peut être le cas dans les grandes institutions. L'exemple des portes coupe-feu souvent ouvertes étant à ce titre tout à fait permanent. Un bon plan de sauvegarde n'a de valeur que s'il est actualisé de manière extrêmement régulière et que s'il comporte nécessairement des échelles de priorisation, les unes comme les autres ne pouvant être efficaces que si elles sont éprouvées de manière constante, avec régularité, par des entretiens, par des alarmes, par des exercices à géométrie variable, ciblés ou dans la globalité, et surtout qui ne sont véritablement efficaces que si l'on développe une culture de l'erreur par le biais du retour d'expérience, qui a beaucoup de valeur ici, la culture de l'erreur et le traitement de la culture de l'erreur de manière quantitative et qualitative à travers par exemple des bases de données qui permettent ainsi potentiellement de réduire les risques, en tout cas les risques qui ont déjà donné lieu à des catastrophes. Le rôle de la communication en aval a été évoqué par plusieurs intervenants, par M. Théfault, par M. Secaldi, avec le risque de dommages pour la bonne renommée de l'établissement, notamment lorsqu'il y a intrusion ou vol, et avec le risque également suscité par la communication virale sur les réseaux sociaux aujourd'hui, le risque d'emballement et parfois de grossissement de manière disproportionnée de problèmes qui n'ont pas lieu d'être. Enfin, puisqu'on va avoir une transition vers les questions de résilience, Céline Alain a également souligné l'importance qu'il y a à penser la phase de rétablissement, qui peut être particulièrement longue, pouvant durer plusieurs mois, plusieurs années. À côté de ces conseils extrêmement utiles et très pratiques, l'intervention de Roger Lefebvre, qui venait en introduction de la deuxième partie, me semble plutôt pouvoir figurer en fait en conclusion de cette table ronde, dans la mesure où elle nous proposait un élargissement de notre cadre de réflexion, non plus à des risques conjoncturels, mais bien à des risques systémiques, appliqués ici au cas de la métropole parisienne, 4 ayant été désignés, la question de la pollution, dont on a vu qu'elle tendait historiquement à décroître, la question des inondations, dont on a vu qu'elle tendait également plutôt à décroître ou à rester stable, la question du tourisme, qui est extrêmement ambivalente, puisqu'elle est à la fois un des moteurs de la croissance de l'activité patrimoniale et un risque pour celle-ci, mais dont on a vu qu'on pouvait espérer une relative stabilisation de celui-ci. Et enfin, sérieuse hypothèque quand même sur tous les autres facteurs
appréhendée ici de manière plutôt positive, l'élévation de la température qui relève de toute façon d'un enjeu systémique beaucoup plus global de risque pour nos sociétés. Mais votre intervention était en elle-même porteuse d'un message plus global de réflexion sur la place du patrimoine, puisque vous avez évoqué le rôle que pourrait jouer le patrimoine comme facteur de résilience pour nos sociétés face à la catastrophe. C'est un point de vue que j'aurais évidemment envie de partager. Il flatte le conservateur que je suis, et nous sommes nombreux dans la salle, dans le sens du poil. Et il va également, c'est vrai, dans le sens de l'histoire, puisque depuis plus d'un demi-siècle, le paradigme patrimonial repose finalement sur le traitement consolatoire par les objets, par les œuvres ou par la mémoire de toutes les plaies guerrières ou sociales de l'histoire du XXe siècle. Mais, et c'est là presque une aporie métaphysique pour nous, ce patrimoine, il est excellent pour traiter les catastrophes que nous avons connues. Face aux catastrophes que nous ne connaissons pas et qui pourraient advenir, il est difficile de savoir si le patrimoine sera encore un outil de pansement. Et on pourrait, de manière radicale, penser que l'oubli, peut-être au contraire, serait en l'occurrence la solution. Ce qui abolirait toutes les questions de conservation de nos objets, de nos œuvres, de nos livres et de nos archives. En conclusion, je reviendrai sur ce qui a été évoqué à propos de Lunéville et de l'incendie du château. Il se trouve que ce château, incendié en 1999, a été étudié et théorisé dans le cadre d'une série d'enquêtes menées par les anthropologues du laboratoire d'anthropologie et d'histoire de l'Institution de la culture. Il s'agissait en l'occurrence d'une enquête collective menée par Jean-Louis Tornator, alors maître de conférence à l'Université de Metz, et Noël Barbe, conseiller pour l'ethnologie à la DRAC de Lorraine, autour de ce concept d'émotion patrimoniale qui avait été forgé par Daniel Fabre, disparu en 2016 et anthropologue à l'EHESS. Le patrimoine est exposé au risque, mais ce que nous apprend l'enquête sur Lunéville, c'est que le risque ou la catastrophe sont également une des conditions peut-être de la réactivation ou du rajeunissement du lien patrimonial, en tout cas de l'enrichissement de celui-ci, puisque c'est à l'occasion du château de Lunéville que celui-ci est apparu à toute la population de la ville, non plus seulement comme le château des ducs de Lorraine, mais aussi comme le lieu cher à chacun, pour des raisons intimes et personnelles, parce que lieu de fête, salle commune pour la ville, pour les habitants de celle-ci, lieu de travail également pour les équipes de la mairie. En conclusion, que ce soit pour s'en prémunir ou pour s'en enrichir, il ne faut pas avoir peur des risques ou des catastrophes qui en découlent, mais il faut s'attacher à les penser, car elles nous aident également à penser nos plaies. Je vous remercie.